Voilà, c'est parti. Merci à tous du coup d'être avec nous aujourd'hui. Donc on est les organisateurs derrière tout ça, c'est l'association Youth Forever. On est une association qui fête ses 1 an, qui travaille sur le triptyque jeunesse, transition comme horizon et défi pour tous au sens de transition climatique et puis transformation de l'entreprise. Concrètement, on s'est donné une mission un petit peu à 3 étages. C'est d'une part prendre soin de la jeunesse, mais pas que, prendre soin des gens dans ce contexte qui nous chahute un peu et qui implique beaucoup de questions sur notre responsabilité. Ensuite, on se donne la mission de préparer, en fait, de mettre en capacité ceux qui vont mener cette transition pour finalement transformer. On est un observatoire, pardon, on est un observatoire, oula, alors, on est un observatoire, on produit des études que vous pourrez retrouver sur notre site et qu'on partage régulièrement sur LinkedIn. On fait beaucoup de porte-parole. On prend beaucoup la parole sur la question de la jeunesse et puis on travaille avec des entreprises partenaires, des employeurs qui veulent travailler sur ces 3 étages. J'en reconnais certains qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nous, on est là pour tendre le micro et donner la parole à ceux qui nous entourent, ceux qu'on admire, ceux qui nous inspirent. Donc Frédéric fait partie, donc on a voulu lancer ce cycle de webinaires pour donner à voir notre écosystème. Donc merci Frédéric d'être le premier à te prêter au jeu. Donc sans plus attendre, je vais te tendre la parole. Déjà, est-ce que tu peux nous te présenter, mais avec un petit exercice qui est de nous parler de la personne que tu étais quand tu avais 25 ans? 25 ans. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être matinal. Ravi de partager avec vous. C'est pas un pitch, hein, c'est plutôt un échange. Quand j'avais 25 ans, ça faisait à peine quelques années que j'avais quitté le petit bled dans le Poitou où j'étais né et que j'avais hâte de quitter après mon bac. Et je finissais mes études que j'ai fait à Toulouse et je débarquais à Paris. Donc c'était un moment pas balsacien où j'allais conquérir Paris, mais un peu quand même. Donc venant d'une toute petite ville, je débarquais à Paris et je suis maintenant depuis presque 30 ans. Donc voilà, je ne le savais pas au moment où j'avais débarqué. Et j'étais un peu perdu. Je savais pas trop où j'allais professionnellement. J'avais une hygiène de vie qui était assez déplorable et qui mêlait alcool, drogue et sorties nocturnes. Et je crois que j'étais performant professionnellement pour mon âge, mais j'étais complètement perdu éthiquement. Donc voilà, je savais pas trop où j'allais. J'avais pas encore rencontré euh, le boulot ou les missions qui allaient me permettre de réconcilier ma volonté d'engagement, d'utilité et puis mon travail. Donc c'était une période très, très bizarre, quoi. Où en fait, sur le papier, tout allait bien et en même temps, j'étais complètement paumé. C'est, je pense, une bonne entrée en matière parce que pour nous rappeler aussi qu'on a tous eu 25 ans, que bon, moi je les ai maintenant, mais voilà, mais c'est pour ça que j'ai choisi cet âge-là. Du coup, peut-être pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Simplon, est-ce que tu peux nous parler de la personne que tu es aujourd'hui, ce que tu fais dans les grandes lignes, et puis on va aller dans le vif du sujet, notre sujet jeunesse. Et bien après ces pérégrinations depuis 25 ans, en fait, j'ai trouvé un peu ma voie. Ma voie, elle est sur deux canaux. C'est le numérique, qui est ma grande passion et mon territoire d'expression. Et je pense que c'est un beau territoire pour s'exprimer et pour faire plein de choses. Même si c'est pas la solution à tout, c'est aussi un problème, le numérique, on y reviendra. Et l'autre chose, c'est l'engagement, l'intérêt général, les fondations, les associations. Donc, la première partie de ma carrière, j'ai plutôt bossé pour digitaliser des assos et des fondations. Et là, depuis 2013, je m'occupe d'un projet qui s'appelle Simplon et qui est un réseau d'écoles qui forme gratuitement des chômeurs au métier du numérique et qui maintenant a bien grandi puisqu'on a 130 écoles dans 28 pays, on forme 6000 personnes par an. Donc, c'est une belle aventure entrepreneuriale de l'ESS avec beaucoup d'impact et c'est une super fierté d'être à la tête de ça. Aujourd'hui, tu es encore très opérationnel chez Simplon? Alors moi, je suis pas opérationnel en ce sens que j'ai toujours été nul sur l'administration, la finance, la gestion, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Là, moi, j'ai fait des études de sciences politiques, de sociologie politique, et les histoires de finance ou d'école de commerce, c'est pas trop ma came. Par contre, je suis très opérationnel en ce sens que je travaille avec les clients, je m'occupe des partenaires, je m'occupe de l'international. Donc ouais, je suis pas un président avec un cigare dans une chaise qui vient relever les compteurs tous les mois. J'en doute pas.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je sais que c'est un sujet qui te tient très à cœur, on est dans un contexte un peu particulier, tu as déjà commencé à en parler. J'aimerais bien, que tu nous partages ton constat, être jeune, avoir 20-25 ans, 18 ans en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu observes? Bah, je le vois sur 2 prismes, hein, c'est un peu classique, mais donc, à Simplon, on forme, 6 000 personnes par an et sur ces 6 000 personnes, il y a 45 de ces personnes qui sont, des jeunes de moins de 25 ans et qui soient, avec ou sans qualification. Le plus souvent, c'est sans qualification. C'est plutôt des gens qui quittent le système scolaire, sans qualif, hein, les décrocheurs, même si on n'aime pas les appeler comme ça. Et donc je vois que c'est hyper difficile pour eux de se faire une place sur le marché du travail, même, quand on les forme, à des métiers très en tension, très recherchés, comme les métiers du développement, du cloud, de l'IA. Leur jeunesse ou leur manque de qualification, en fait, fait que, bah, ils ont du mal à se faire une place sur le marché du travail et alors même qu'il y a des dispositifs comme l'alternance qui existent et qui sont taillés pour eux, bah, en fait, c'est plus compliqué qu'il ne paraît, parce que les dispositifs comme l'alternance, on va dire que c'est pas utilisé par les entreprises pour des jeunes, mais plutôt des jeunes avec des bac+4 et des bac+5, on va dire. Donc voilà, c'est le croisement entre jeunesse et qualification, manque de qualification qui est assez fatal. Ça, c'est mon premier prisme. On le voit alors qu'il y a une énergie, une envie de contribuer, une envie de renouveler les métiers du numérique, parce qu'il y a une autre approche du numérique, ça on y reviendra peut-être. Ça, c'est mon premier prisme. Et le deuxième, c'est que en dehors du fait d'être entrepreneur, j'ai aussi 5 enfants. Et ils ont à peu près tous les âges et j'en ai quelques-uns, voilà, qui sont autour de la vingtaine. Et c'est vraiment des jeunes, bon, privilégiés bien sûr parce que c'est mes enfants. Donc c'est pas des décrocheurs scolaires ou des gens qui ont connu l'adversité sociale, mais ils sont vraiment dans leur génération, ils ont des interrogations très fortes sur, je sais pas, qui ils sont, où peut la planète, c'est quoi le monde du travail et parfois ça fait des chocs des cultures dans la famille. Donc c'est assez rigolo d'avoir ce double prisme, de voir et les bénéficiaires de Simplon et tes propres enfants et de voir des liens entre les 2 qui dépassent, le niveau de qualification et la classe sociale. Mmh. Ça donne envie de te poser plein de questions, mais déjà pour, lancer le ton, comme tu as mentionné le sujet de l'intergénérationnel qui est un de nos gros sujets de travail. Ça a été d'ailleurs notre premier sujet d'étude, précisément parce que, on est convaincus et je suis convaincue avant tout, que, qu'en parlant de jeunesse, en fait, c'est qu'une loupe sur le reste de la société. C'est peut-être des phénomènes, qui sont certes différents, mais qu'on peut le prendre, soit on regarde les jeunes vs le reste du monde, soit on regarde les jeunes comme une loupe sur le reste. Et l'intergénérationnel sera clé, ce ne sera pas les jeunes qui vont tout faire ou les jeunes fainéants, etc. En tout cas, c'est très révélateur de notre société. Et du coup, j'avais juste envie de te poser une question plus drôle, mais si tu avais un mot pour parler de ta génération et un mot pour parler de la génération Z, qu'est-ce que ce serait? L'idée, c'est qu'après, on rentre dans les clichés qui sont accolés à chacun d'entre nous, mais pour avoir ta version du sujet et rentrer dans cette comparaison qu'on a vite tendance à faire et qui pourtant, jeunesse n'est en tout cas l'âge n'est pas qualité particulièrement déterminante. Ouais, 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 et puis, comme je l'ai dit, j'ai une formation de sociologue, donc les histoires de génération, je m'en méfie comme de la peste, hein, parce qu'on sait que c'est compliqué un peu scientifiquement aussi. Mais, moi, je suis a priori un génération X quand je vois comment je me suis construit un petit peu, pas contre les boomers, mais un petit peu quand même et quand je vois comment ça continue à déraper, avec les Y et les Z, je me dis on a vraiment du boulot sur l'intergénérationnel parce que personne n'a rien à gagner à une guerre des générations et en fait, les boomers, ils sont pas plus responsables, du dérapage que, la génération qui était encore d'avant et cetera et donc, je réponds pas à ta question. Je dirais que, nous, on est vraiment, on a je dirais le mot c'est transition, mais c'est drôle parce que c'est le mot que vous appliquez à Youth Forever, pour d'autres types de générations. Mais, moi, j'ai connu un monde sans internet, par exemple, et ça a traversé, ma vie et ça a changé mon parcours professionnel. Donc, moi, je trouve qu'on est déjà à une grosse transition par rapport aux boomers et après la génération d'après, moi, j'arrive pas à la qualifier, j'ai pas envie de la qualifier aussi, mais moi, je les Tu peux trouve, dire le mot paradoxe, hein, c'est autorisé. ouais, 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 mais ouais, ce serait peut-être ça, ouais, une contradiction ou mais en même temps, il y a une force, moi, je trouve. C'est peut-être le mot force.
Je trouve qu'il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose qui est quand même assez singulier dans ces générations-là, parce que c'est le produit d'un contexte historique et social, mais c'est vrai que moi, je suis arrivé sur le marché du travail avec la crise économique, j'ai connu la sexualité avec le sida, donc on a parlé de génération un peu sacrifiée, mais pour le coup, on a été quand même ultra heureux et donc la génération sacrifiée, là encore, c'est une espèce d'autoflagellation qui est pas justifiée, quoi. Mais c'est marrant que tu parles de l'intergénérationnel. Hier, j'ai publié sur LinkedIn un truc sur la réforme des retraites et si on allonge la durée légale de départ, bah, en fait, bah, on sera senior au sens de Pôle emploi pendant 25 ans avant d'arrêter de bosser, parce qu'on devient senior à Pôle emploi à 45 ans, hein. Désolé pour le coup de vieux des gens qui nous écoutent, hein, mais voilà. Et donc, bah, on se dit que la formation pour les seniors, c'est la clé, parce que quand tu as 20 ans à bosser, bah, il faut que tu continues à te former et tout ça. Et, euh, et donc, le des seniors, c'est une catastrophe. Et je vois comme une espèce de boucle, tu vois, où les deux extrêmes de la société, les jeunes et les seniors, en fait, ils galèrent pour des raisons différentes. Et donc, pour moi, tout ce qui est intergénérationnel et tout ce qui creuse pas le fossé dans les générations, bah, ça va dans le bon sens, parce qu'en fait, je pense que les seniors, ils sont aussi paumés et aussi, ouais, aussi perdus, je pense, que les jeunes. C'est clair. Et je sais que quand en parlant d'étiquette et de ce qu'on a tendance à mettre sur les jeunes, entre avec plein de guillemets, mais notamment sur la quête de sens, je sais que c'est un sujet que tu essayes de remettre en question et puis de souligner sur ces, notamment sur ce point-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce qui n'est jeune et qu'est-ce qui n'est pas jeune et qu'on a tendance à mettre sur cette catégorie, à cette catégorie-là? Bah ouais, ce truc de la quête de sens, moi, ça me met mal à l'aise à chaque fois, parce que moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est une quête de sens, et j'ai l'impression que c'est le cas pour tout le monde, en fait, que c'est pas du tout un truc générationnel. Par contre, qu'est-ce qu'on met derrière le mot sens? Ça, c'est peut-être un peu différent, et on a des milliers d'années d'histoire de l'humanité pour te dire que, en fait, de toute façon, on est drivé par le sens, hein. Donc, il y en a qui mettent ça dans une partie du cerveau, ce que je ne risquerai pas à faire, hein, mais on est mu par le sens. On n'est pas des animaux ou des gens qui sont mus par, je sais pas, des motifs économiques ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui est religion et tout ça, ça vient jouer là-dessus. Et je trouve que s'il y a une quête de sens un peu sur les générations là très récentes, elle est, elle est moins, comment dire, elle est beaucoup plus sensée que la nôtre ou que la mienne, par exemple. Moi, j'ai une envie désespérée d'être utile au monde, et cetera, mais ma volonté d'utilité, elle m'a, par exemple, alors que ça fait 30 ans que je fais du numérique, elle m'a aveuglé sur le fait que le numérique pouvait avoir un impact négatif sur l'environnement, par exemple. J'étais tellement passionné par le fait que le numérique, ça allait changer le monde, comme plein de gens apprentis sorciers là en Californie qui manipulent nos vies. Mais ça m'en a fait oublier que, en fait, le sens, c'est pas seulement changer le monde, c'est que changer le monde, il y a rien de plus dangereux que ça, si on le change dans le mauvais sens, ou s'il y a un impact négatif ou donc heu, donc ouais, cette quête de sens, je pense que c'est universel, c'est pas un truc de génération, mais que par contre, ce qu'on met derrière le mot sens, c'est assez différent, et le rapport des jeunes, a priori, s'il y en a un qui est un peu normé là, au travail, par exemple, je le trouve vachement plus sensé que celui que moi j'ai, où je bosse 70 et 80 heures par semaine, depuis 30 ans. Je suis pas sûr que, même si c'est un travail utile que j'imagine faire, je sais pas si c'est très sensé, en fait, de faire ça. Et donc, quand je me prends le bec avec mon fils parce qu'il est dans une grosse boîte et qu'il m'a dit: «Bah, moi, je suis payé 35 heures, donc je vais en faire 35». Et que moi, ça m'a fait bondir de ma chaise en me disant: «Mais attends, tu as 22 ans, comment tu peux dire ça et tout ça? Pourquoi tu bosses pas 50 heures par semaine? Parce que tu commences à bosser». En effet miroir, c'est vrai que je me dis: «Bah ouais, le sens pour lui, c'est pas la même chose que le sens pour moi, quoi». Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Mais c'est pas un OK, marqueur qui est spécifique aux jeunes, quoi. bien C'est sûr. qu'à voir. Je pense que tout le monde se reconnaît ici. Après, chacun y met sa définition. Tu as commencé à parler de, je vais dire le mot intersectionnalité, c'est pour expliquer ce dont on va parler, mais vraiment de cette en fait, de conjonction de sujets. En l'occurrence, tu parlais de l'âge, du diplôme. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et c'est des sujets que tu vois au quotidien par les jeunes et moins jeunes que vous accompagnez, mais ces étiquettes ou ces biais ou ces contraintes qu'on a dans la vie et qui s'accumulent parfois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vision
du sujet et qu'en fait, on ne peut pas catégoriser toute une population puisqu'il y a beaucoup plus de nuances à avoir en fonction d'où tu viens, qui tu es, ton âge, etc., etc. Bah, ouais, ça, c'est des choses qui, là encore, je les connaissais théoriquement, de par ma formation en sciences sociales et cetera, mais c'est le fait de l'expérimenter, avec Simplon qui m'a fait prendre conscience de ça avec les équipes. Nous, on a des programmes avec des verticales. Donc, on a un programme qui est jeune, décrocheur, on a un programme femme, on a un programme réfugié, on a un programme handicap. Et là où on est un petit peu moins bête que cette histoire de silo, c'est qu'on se dit, bah, toutes ces verticales-là, il faut qu'on les réunisse dans les mêmes écoles et qu'il y ait de la mixité sociale, et cetera. Mais en fait, cette mixité-là, comment dire? Elle rate, sa cible sur un truc, c'est que tu peux, déjà cocher plusieurs cases. Tu peux être jeune, femme en situation de handicap ou réfugié ou décroché scolaire ou je sais pas quoi. Et en plus, on est tous, multi-appartenants. C'est quelqu'un qui est décrocheur scolaire dans un quartier politique de la ville ou décrocheur scolaire dans une zone rurale ou en outre-mer, bah, c'est pas du tout la même chose. Nous, on est dans 28 pays. Avoir 20 ans, à Dakar ou avoir 20 ans à Tulle, c'est pas du tout la même chose. Et donc en fait, ouais, faut se méfier des universaux abstraits là, de ces gros mots avec souvent des majuscules, où on met un peu tout et n'importe quoi dedans et les personnes elles sont vraiment plurielles et on peut avoir une multi-appartenance, qui fait que, si on t'a rangé dans la case jeune, en fait, c'est peut-être pas ton caractère, jeune qui doit être le centre d'intérêt, primaire, c'est peut-être ton manque de qualification ou autre chose, ou quelque chose qui tient à, je sais pas, à ton histoire personnelle ou à ton parcours de vie, donc puis c'est très géolocalisé et très contextualisé, quoi. Donc c'est vrai qu'on se méfie pas mal de ça, mais les financeurs, notre cerveau et les biais qu'on peut avoir, on essaye toujours de catégoriser, hein. C'est un truc de scientifique du cerveau qui nous permet de nous retrouver, mais il faut vraiment se méfier de ce genre de choses parce que puis même dans les marqueurs qu'on a, enfin, beau, on le dit pour les femmes, on ne naît pas femme, on le devient, mais en fait, c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les classes sociales, c'est vrai pour plein de choses. Donc, faut remettre un peu de complexité là-dedans parce que sinon, on rate un peu les choses et puis on nie les singularités, quoi. Et ça, c'est vrai que pour faire de l'empowerment ou pour trouver des jobs ou pour travailler un projet professionnel, tu dois dépasser ce genre de grande catégorie un peu vide, où tu peux mettre tout et n'importe quoi. Mmh. Et en l'occurrence, comme je t'expliquais, nous, notre territoire de travail, c'est l'entreprise, c'est les employeurs. Quels seraient donc ton avis, tes conseils, en réaction à ce que tu viens de nous partager depuis une petite vingtaine de minutes? Quel rôle qu'est-ce que tu observes du côté de l'entreprise en 2023 et quel rôle, tu souhaites ou tu, proposes, pour, des employeurs qui ont à la fois un potentiel impact, très fort puisque, ils ont une place dans la société très importante et au contraire qui peuvent être, plutôt aveuglés ou, fermer les yeux sur certains sujets? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à déjà ceux qui sont là et puis, plus globalement vis-à-vis d'employeurs et d'entreprises, les messages que tu aurais envie de faire passer? Ouais, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a une schizophrénie entre, je suis un cadre ou un recruteur ou quelqu'un dans une entreprise et je suis parent ou j'ai des enfants, quoi. Souvent, les gens, ils mettent ça dans des cases un peu différentes ou alors, ils traitent, leurs, jeunes employés comme leurs enfants, tu vois? Donc, soit il y a un truc peut-être à jouer là-dessus. Moi, j'attirerais l'attention peut-être des gens sur cette espèce de petite dissonance là qu'il peut y avoir. J'ai parlé de l'alternance, il y a vraiment des choses qui permettent de travailler, et d'aller faire un pas, en direction de la jeunesse. Il y a aussi des stages de troisième, par exemple et que ce soit pour les stages de troisième ou pour l'alternance, il y a des manières, on va dire, un peu disruptives de travailler, quoi. Pour les alternances, on n'est pas obligé de faire des alternances qu'avec des bac+5, 1er de la classe, de bonne famille. Pour les stages de troisième, on peut aussi donner sa chance à des gens qui n'ont pas de réseau professionnel et qui viennent des quartiers. Il y a des associations magnifiques sur ce sujet-là. Euh, et puis après, le côté intergénérationnel, ça peut se travailler aussi.
Ce qu'il faut, c'est essayer d'éviter un peu les clichés et puis d'essayer de ne pas essentialiser la jeunesse. Donc, moi, j'en peux plus des trucs de reverse mentoring, genre les jeunes, ils sont ceinture noire de TikTok, donc ils vont nous apprendre les réseaux sociaux et nous, on est des boomers, donc nous, on sait ce que c'est le vrai business et tout, donc on va t'apprendre la vie et tout. Ça, c'est vraiment, ça, c'est compliqué quoi, de faire ça. Ça peut être un prétexte un peu pour hameçonner les choses et déclencher les choses, mais ça peut pas être ça la roadmap, quoi. Ça, on peut pas, c'est pas possible, quoi. Et dans les deux sens, en plus, ça fonctionne pas, quoi. Donc, et après, ouais, avoir des grandes théories de management sur, je sais pas, les jeunes, ils sont ingérables, il faut leur donner du sens, et en même temps, ils s'investissent pas dans le travail, ou je sais pas quoi. Enfin, tous ces trucs-là, ça résiste pas à l'analyse, en plus. Et puis, chaque jeune est différent. Et donc, c'est pas vraiment des recos, hein. Moi, j'ai pas de baguette magique. Le travail que vous faites, d'essayer de mettre un peu de nuance, de mettre des datas là-dessus, ça, je trouve ça hyper important parce qu'il y a un business aussi autour des RH et de la jeunesse, tu vois, de gens qui vendent leur cam, vendent des outils et présupposent des choses fausses en vendant des solutions ou en promouvant des pratiques managériales qui sont pas adaptées. Et après, en fait, en fonction de chacun des secteurs, de chacun des territoires aussi, c'est quand même très. Moi, je dirais, il y a un truc quand même local, quoi. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais nous, ce qu'on aime bien dire à Saint-Plon, c'est qu'on fait du circuit court. C'est-à-dire qu'on prend, je sais pas, des chômeurs de Lyon, on les forme à Lyon et ils vont bosser dans des boîtes de Lyon. Et donc, il y a un truc comme ça, un peu de. Et je trouve que l'empreinte territoriale en termes de RSE et travailler avec la jeunesse de son territoire, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que pour le coup, la jeunesse, elle est aussi, c'est bien qu'elle soit internationale et c'est super, mais c'est pas mal de choisir quelques convictions, quelques partis pris là, et puis de tirer le fil jusqu'au bout et de pas s'arrêter à deux, trois petites opérations un peu jeunes. Et puis pareil sur la communication en direction des jeunes. Enfin, je veux dire, nous-mêmes, on fait des erreurs monumentales, je sais pas, en essayant d'être jeune, mais en fait, il faut juste écouter et puis bâtir avec les jeunes et pas parler à leur place ou s'imaginer qu'ils parlent de telle façon ou d'une autre. On le voit sur les politiques gouvernementales en direction de la jeunesse, hein, où là, il y avait un clip de Numéum, là, c'est le Syntec numérique, c'est la grande branche du numérique sur les filles et le numérique. Et c'était hyper drôle parce que on voit qu'il y a un effort d'essayer de partager un langage commun et tout ça, donc c'est super bien. Mais voilà, c'est meuf, machin. Ouais, c'est un peu bizarre. On voit qu'il y a un malaise, quoi, que c'est pas facile, en tout cas, que c'est pas fluide. Et Et c'est pas développer grave. les bons canaux, voilà, c'est pas grave. En l'occurrence, comme tu dis, ça va être impossible de parler d'un bloc à un autre bloc. En tout cas, ça n'existe pas. Peut-être pour terminer, les questions que j'aurais pour toi, c'est sur la responsabilité individuelle, mais si on repart, donc on est parti d'une analyse un peu globale au rôle de l'entreprise. Si on revient à toi, en l'occurrence, ou puis à chaque individu, notamment ceux qui sont là aujourd'hui, on dit souvent, enfin, globalement, on dit souvent qu'il faut, au-delà de s'informer, il faut se sentir concerné et que cette notion de responsabilité, elle touche tout le monde. Nous, on aime bien parler de, il faut permettre à la relève de prendre sa place, mais à la fin, dans cette permission, il y a quand même celui qui a donné cette permission ou celle qui l'a donnée. En l'occurrence, si on en finit avec un mot plutôt personnel sur un peu ce que toi, peut-être, tu as découvert récemment, des choses que tu as remis en question et cette posture qu'on a un peu touché du doigt ensemble et dont on avait déjà parlé ensemble, que finalement, on est tous jeunes en fonction du sujet, notamment dans l'apprentissage. Quand on découvre quelque chose, finalement, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas d'expérience. Et notamment, ce que tu fais, toi, au quotidien, formé aux compétences du numérique, ça en fait partie. C'est un super bon exemple. Si on finissait là-dessus, je serais curieuse d'avoir tes derniers mots sur cette notion de responsabilité et de changer tes casquettes et d'avoir cette posture peut-être tous jeunes ou pas, personne n'est jeune, en l'occurrence, pour avoir ton avis là-dessus. Bah, on le dit souvent, c'est une tarte à la crème, hein. La jeunesse, c'est un état d'esprit, etc. On peut être jeune alors qu'on est âgé ou je sais pas quoi. Donc derrière ça, il y a un truc qui est mignon et un truc qui est un peu du wishful thinking en disant ouais, on peut être jeune même quand on n'est pas jeune. Je pense que l'âge, c'est quelque chose de discriminant parce qu'on est dans une enveloppe charnelle et puis parce qu'il y a un cycle et qu'il y a un début, un milieu, une fin et tout.
moi, je ne veux pas gommer ça. En revanche, on peut être jeune, se trouver en situation de jeunesse ou d'être débutant, hein, c'est le truc du bouddhisme, hein, c'est l'esprit du débutant. Nous, on forme des gens de tous les âges qui ne sont pas des geeks. Donc, en fait, dès qu'ils arrivent, en fait, on a l'impression, alors, peu importe leur âge et leur niveau de diplôme, hein, qu'en fait, ils sont comme un jeune qui arrive, tu vois, en apprentissage ou à l'école et qui va faire un geste pour la première fois. Et donc, ils sont dans une posture de débutant et ça, je trouve, ça leur redonne euh, la vision de ce que c'est, en fait, que d'être jeune. Et je trouve que comme la formation, elle va se faire tout au long de la vie et que la durée de vie d'une compétence, c'est quelques mois ou quelques années, en fait, j'ai l'impression que la jeunesse, ou l'esprit du débutant, c'est quelque chose qui doit devenir intrinsèque à tout le monde et que c'est une manière aussi de faire les choses dans lesquelles tu te retrouves, que tu le veuilles ou pas, de toute façon. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on ait la mémoire de ça, ou qu'il faudrait qu'on le, je sais pas, qu'on le prenne, qu'on l'accueille, tu vois, et qu'on se dise, bah, en fait, c'est pas que je me sens jeune alors que j'ai 50 ans, c'est qu'en fait, sur telle thématique, je suis jeune, je suis, tu vois, donc ça, c'est, ouais, ça, c'est un truc qu'on voit tout le temps. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, un senior qui va être dans une formation Simplon à côté d'un décrocheur scolaire de la mission locale de Clichy-la-Garenne. Tous les deux, en fait, on a l'impression d'avoir une classe de jeunes parce que ils se conduisent par rapport au formateur ou à la formatrice comme, je sais pas, quelqu'un qui serait en soif de savoir et qui dirait, bah, vas-y, aide-moi, apprends-moi, montre-moi. Et ça, je trouve ça super bien parce que c'est dans notre métier de formation, il y a quelque part, c'est l'éternelle jeunesse, quoi. On est amené, en fait, à avoir tout le monde dans cet état-là. Et le numérique, ça rend modeste, hein, parce qu'il y a des trucs tous les jours. Donc, en fait, on est condamné à être jeune tout le temps dans le numérique. Il ne peut pas y avoir d'expertise. Il faut toujours dépasser par quelqu'un qui est pas forcément plus jeune que toi, mais qui va avoir peut-être un esprit plus jeune que toi, qui va avoir une modestie ou qui va avoir moins de freins dans sa tête. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que les jeunes et le numérique, ça, il y aurait des webinaires entiers à faire là-dessus. On les considère geeks by design, alors qu'en fait, il y a un illettrisme numérique des jeunes qui est vachement fort sur les compétences professionnelles numériques. Et puis, je le vois avec mes enfants, mais je le vois partout, le- la place que la préservation de l'environnement et de l'écologie a dans l'esprit des jeunes en ce moment. Il y a un angle mort avec le numérique. Moi, dans mes enfants, j'ai vraiment, ma fille, elle est végane depuis qu'elle a 12 ans. Elle est ultra radicale sur des milliards de trucs, mais sur le numérique, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à aller Twitter, TikTok et Netflix. Et elle ne voit pas l'impact écologique du numérique et elle n'a pas cette radicalité-là par rapport au numérique. Et je trouve ça hyper drôle parce que là, pour le coup, c'est très paternaliste de ma part de lui dire, bah attends, petite, si tu regardes les chiffres de la... Il y a un truc, je trouve, qui est assez rigolo là-dessus sur comment est-ce qu'on peut être un peu plus Greta Thunberg sur le numérique et, euh, et pas forcément moins sur le reste, mais au moins avoir la même radicalité. Sur le numérique, il y a un angle mort. Sur l'impact écologique, dans la jeunesse, et je trouve ça hyper drôle parce qu'il y a un truc à travailler là, je trouve, qui vient à rebrousse-poil les jeunes, de toute façon, ils sont hyper digital natifs et tout ça. Mais en fait, déjà, un, c'est pas vrai. Et deux, être digital natif, c'est pas une super qualité parce qu'en fait, le numérique, c'est une partie du problème, hein. Mm. Et, C'est clair, ouais. Pour finir, là-dessus ensemble, merci Frédéric déjà pour, de t'être prêté au jeu, mais je veux, laisser la possibilité à notre audience, de, lever la main. Vous voyez dans le Google Meet, il y a une option lever la main, donc, plutôt bon, sauf si vous pouvez pas, parce que vous êtes dans un environnement bruyant ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Mais si vous souhaitez poser des questions à Frédéric, c'est le moment. On a encore, quelques minutes avant de lancer, nos journées, chacun de notre côté. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est aussi l'objectif de ces webinaires. Alors, nous avons Muriel qui a levé la main. Muriel, je te laisse enlever ton micro et poser ta question. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce moment de rafraîchissement, si je puis dire, et puis d'enthousiasme. En tous les cas, ce n'était pas tant une question, mais plutôt une réaction en disant ce qui m'a fait plaisir, notamment quand tu as parlé de l'alternance qui vraiment permet de faire un pas vers la jeunesse et prouver que l'entreprise, là, est bien aux côtés des jeunes. Au Crédit Agricole, c'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment pour vous dire sincèrement que c'est une fierté, que ça fait 4 ans. On a vraiment amplifié notre plan jeunesse avec des stages de troisième dans toutes les zones REP+, mais aussi en zone rurale, parce qu'effectivement, à Tulle, et je suis tulliste, c'est juste un petit clin d'œil, on n'a peut-être pas autant de chances voilà, d'accéder à
un écosystème qui permet d'évoluer vite, etc., et d'être en contact. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi les alternants. Aujourd'hui, les alternants que l'on recrute, on en recrute 6 à 7 000 par an. Donc c'est considérable. Et ils nous disent qu'ils sont vraiment heureux d'être accompagnés. Voilà, d'être accompagnés. Donc, et quelque part, ça tire effectivement le fil de finalement cet apprentissage, il réunit ceux qui sont dans l'entreprise des fois depuis de nombreuses années et ces jeunes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci pour vraiment l'encouragement quelque part au travers de votre propos. Merci pour le partage et bravo, parce que c'est vraiment important de continuer à faire ça à l'échelle, parce que c'est juste impressionnant. D'autres questions, n'hésitez pas, tous les sujets sont permis, surtout ceux qu'on n'a pas traités. Charlie. Hello, good morning. Merci Fred. Il y a beaucoup de discussions en ce moment sur Chat GPT, c'est ça? Chat GPT, si vous avez vu ça ou pas vu ça, c'est AI qui raconte les histoires et tout ça. Et ici, moi, j'étais aujourd'hui issu d'une école de design, une école de com, et je vois ça. Waouh! Je me suis dit, bon, à quoi bon que je continue avec ce voie, vu le. Ouais, j'ai lu les histoires qui tiennent la route. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Oui, la vie il est en cours de construction parce qu'on apprend au fur et à mesure que la technologie déploie des choses, mais ce que je vois à chaque fois, et c'est vrai depuis le début de l'humanité, donc ça n'a pas l'air de changer. Et je ne crois pas à une singularité, moi, où les machines vont prendre le pouvoir et tout ça, c'est vraiment un mythe. Et ça a une fonction de mythe en plus. Donc je pense que l'augmentation est dans la complémentarité de l'humain et de la machine. Et là, on le voit sur ChatGPT. Donc déjà, ça a été codé par des humains. Et donc, il y a aussi des biais là-dedans. Il y a des impossibilités sur ChatGPT. Tu vois, tu peux pas lui faire des choses érotiques. Il y a plein de choses qui sont limitées. Et c'est une forme de créativité qui est machinique, en fait. Elle n'est pas humaine du tout. Mais par contre, voir les humains qui jouent avec ChatGPT, moi, ça me réconcilie avec la créativité humaine. Donc, ton étudiant, je lui dirais, écoute, hack ChatGPT, amuse-toi avec et prends conscience que en fait, les machines elles savent faire plein de trucs, mais toi, tu sais faire des milliards de trucs et que ça ne s'arrêtera jamais, quoi. C'est comme la robotique. On pense que les robots remplacent les humains, mais en fait, ils remplacent une partie de leur travail. Et dans des entreprises ou dans des pays qui sont très robotisés, en fait, l'emploi ne baisse pas. Au contraire, il augmente. Donc, il y a des IA qui aident les développeurs à faire du code. ChatGPT aidera peut-être des créatifs. Donc, moi, je crois c'est le côté vert à moitié plein. Je crois à la complémentarité. Et les IA, même les plus sophistiqués, et ça, c'est vrai, tout le monde le dit dans le monde de l'IA, ils ont la créativité et la maturité d'un enfant de 10 ans. Donc voilà, ça changera peut-être, mais je ne crois pas qu'en tout cas, moi, de mon vivant, je ne le verrai pas, ça c'est sûr. Donc, Merci Charlie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Moi, j'en ai encore plein sinon, mais n'hésitez pas à utiliser le chat si jamais vous ne pouvez pas. Je vais aller voir ce qui s'y passe. Tester Midjourney. Merci Fred. C'est l'équivalent pour les images. ChatGPT, c'est pour le texte, et Midjourney, c'est quelqu'un qui génère des images. Donc ça, c'est impressionnant aussi. Ça pose des problèmes de droit aussi, de propriété intellectuelle. Assurément, moi je vais aller faire un tour. J'en profite s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas. On parlait de l'impact du numérique, notamment sur la planète et sur le climat. Qu'est-ce que vous faites chez Simplon pour répondre à ça et dans cet apprentissage? Parce que là aussi, on parlait du numérique, mais la transition climatique et à la fois son ampleur comme les leviers d'action, c'est en soi un nouveau champ, une nouvelle discipline entière à explorer, sur lesquels on est aussi tous, entre guillemets, si on reprend le terme de jeunes qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire débutants, pour comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et pareil, il y a le même biais de, en fait, les jeunes sont éco-anxieux, etc., parce que plus informés. Donc, globalement, ça n'a pas de sujet de jeunesse particulièrement, si ce n'est qu'ils vont vivre a priori plus longtemps. En l'occurrence, je suis curieuse de t'entendre sur ce que vous allez ce que ta conviction sur le sujet, et en sachant que c'est aussi le début d'une exploration
vu l'ampleur du sujet? Bah, on essaye de faire notre part sur 3 sujets. Donc, déjà, chacun individuellement fait des trucs, hein, et ça, on le voit bien à Simplon, ça a commencé par des démarches individuelles avant d'être un truc d'entreprise. Et moi, à titre perso, j'ai eu mon épiphanie écolo assez récemment, il y a 5-6 ans. Avant, c'était pas dans mon radar. Pour moi, le numérique, ça allait changer le monde et en fait, c'était un no-brainer que les impacts positifs seraient toujours supérieurs aux impacts négatifs et que l'écologie, c'était l'épaisseur du trait et que, enfin voilà, que la puissance créatrice. Donc voilà, donc il y a ça déjà. La deuxième chose, c'est qu'on fait le taf sur la partie entreprise. Donc on est ISO 26000, donc on essaye de mettre au carré nos centres de formation, énergie, tu vois, énergie, eau, déchets, tout ça. Donc ça, parce qu'on est des lieux physiques, nous, hein, on n'est pas un MOOC, hein, donc c'est des écoles, des vraies écoles avec des gens, des tables, des chaises et tout. Donc ça, on fait ça. Et après, sur le numérique responsable, là, on est très en pointe et très pionnier. On travaille sur la création de nouvelles normes en fait, qui vont s'appliquer au monde du numérique et à la formation au numérique. Donc, à la fois des référentiels d'éco-conception, parce qu'il y a des manières de coder qui sont bio et qui sont green, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça, il faut le mettre en place dans les cahiers des charges des entreprises et de l'État. Et il faut former des professionnels du numérique à ces référentiels. Et donc, on travaille sur le Green IT, sur l'éco-conception. Tous nos apprenants sont sensibilisés. Tous les outils de Simplon sont éco-conçus, bien sûr, et ils sont accessibles aussi en situation de handicap. Donc, ouais, mais ça, c'est un gros boulot parce que la première chose de l'éco-conception, c'est vrai pour le numérique comme pour tout, c'est la sobriété. Et donc, il faut réduire, il ne faut pas compenser. Et tous les affichages de neutralité carbone, de tous les grands de la tech, en fait, sont vraiment à contre-courant de l'histoire, hein, parce qu'en fait, ils sont dans la compensation. Ils ne sont pas dans la réduction, ils ne sont pas dans la sobriété. Donc, mais après, on est dans schizophrénie permanente, parce qu'on travaille sur le métavers en ce moment, sur la blockchain, et en fait, c'est des usages qui sont extrêmement impactants en termes d'environnement. Mais on ne peut pas ne pas travailler ces technologies-là, parce qu'il y a aussi des choses bonnes qui vont sortir de ces trucs-là. Et sinon, on n'est pas là pour les expérimenter, pour les pousser. Donc voilà. Mais après, moi, je suis quand même convaincu, en tant que geek, que l'impact écologique du numérique est plus négatif que positif. Et je pense qu'il faut qu'on invente un numérique frugal et que le numérique est une ressource critique non renouvelable. C'est comme si tu avais un stock de numérique et en fait de béton, de tout ce que tu veux. Et donc, plus on utilise le numérique pour s'envoyer des photos de chat et faire des selfies, moins on aura de numérique pour sauver la planète et faire de la chirurgie, quoi. C'est un petit peu l'enjeu qui nous rend éco-anxieux, simplement. Je comprends. Il y a une question d'Adeline dans le chat, tu l'as mentionné très rapidement, sur l'impact du métaverse aussi. Comme on parlait de ChatGPT, etc. Mais globalement, c'est nouveau champ entier qu'on a du mal à déjà appréhender. Personnellement, pareil, j'ai du mal à comprendre déjà l'ampleur de la chose, qu'est-ce que c'est concrètement. Et puis, comme tu l'as dit, c'est une découverte qui prend du temps et que si même les experts n'en sont pas du tout arrivés au bout, ça en dit long pour moi. En l'occurrence, sur le métaverse, qu'est-ce que tu en penses? De la même manière qu'on a saisi l'opportunité du métavers et des technologies immersives parce que ça crée énormément d'emplois, parce que ça va beaucoup se développer. Donc, on veut que les jeunes, les demandeurs d'emploi, les gens en reconversion bénéficient de ces opportunités. On a monté des écoles avec Meta, l'Académie du métavers, pour former des demandeurs d'emploi à ces métiers-là. Et en même temps, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on a lancé une démarche de groupe de travail sur les métavers responsables. Parce que il y a des impacts monumentaux, hein. La VR en termes sanitaires, sur les enfants, sur je sais pas, le mal des transports, sur l'épilepsie, sur plein de trucs, sur l'impact écologique, sur la data, les discriminations, enfin, c'est monumental. Et on est au moment où le métavers, c'est un peu comme le web dans les années 2000, quoi. C'est-à-dire que tu sens que ça va monter complètement en flèche. Et donc tu te dis, bah, si c'est pas maintenant qu'on fait des démarches et qu'on se dit, bon bah les gars, on va essayer de pas faire la même connerie qu'avec le web, voire qu'avec l'Internet, et on va essayer de mettre les questions de sustainability et de responsabilité dès le début, by design, bah, en fait, on va faire les mêmes causes ou produire les mêmes effets. Donc à la fois, on appuie sur l'accélérateur, et donc on participe au mouvement d'accélération en se disant, c'est des emplois pour les gens, et en même temps, on se met un peu sur le frein en disant pause, on arrête tout, on réfléchit. Et en fait, les casques, il faut les éco-concevoir, les questions sur la santé, il faut les adresser, la question de la régulation, de la discrimination, des viols dans le métavers, de l'impact écologique, tout ça, on le met sur la table, y compris avec nos financeurs, hein, qui sont Meta, Microsoft et tout ça. Donc ça fait un joyeux bazar. Mais là encore, je ne veux pas me casser notre journée, mais c'est impossible d'arrêter une technologie.
Ça s'est jamais vu. Une fois qu'elle est sortie, en fait. Et donc là, il y a des milliards et des milliards qui sont mis sur la table pour développer le métavers. Et les questions de responsabilité, elles ne sont pas au niveau prioritaire, clairement. Donc, il faudra que ça vienne de tout le monde dans l'écosystème, des utilisateurs, des entreprises, des professionnels du numérique. Nous, on mise vachement là-dessus et c'est très générationnel. C'est qu'on se dit, les gens qui passent par Simplon, moins ils ont entendu parler de toutes ces questions-là au moment de leur formation, ce qui n'est pas le cas de leurs aînés ingénieurs. Dans les écoles d'ingé ou les écoles de commerce, tu n'entends pas parler, jusqu'à une date récente, tu n'entendais pas parler de l'ESS ou de l'écologie, je sais pas quoi dans les écoles. Là, nous, on parle du numérique et du côté obscur de la force en même temps dès ta formation. Donc, on se dit que ça fera des professionnels du numérique plus responsables, mais quand c'est à coup de milliards, c'est dur de lutter. Je vois qu'il est 9h12. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, un grand merci. Frédéric, pour te suivre, pour te soutenir, pour réfléchir individuellement sur ce sujet, qu'est-ce que tu nous invites à faire? Moi, je suis hyper présent sur Twitter et LinkedIn, et donc on peut en parler. Et moi, je publie beaucoup sur ces questions-là et tout ça. Sur la partie purement métavers responsable, on a lancé une démarche de groupe de travail, on a fait des événements, ça, je le mets dans le chat. On a fait un premier colloque où il y a 80 pages de data et de discussion sur le métavers responsable. Donc là, ça fait un peu mal à la tête, mais par contre, il y a tout dedans. Donc, tout ce qu'il faut faire. Après, il faut le faire, mais on a pas mal sérieux les choses. Il y a des groupes de travail là-dessus. Il y a des super assos qui travaillent à l'Institut du numérique responsable sur les questions d'impact écologique du numérique et pas que. On travaille avec la GFIP sur l'accessibilité numérique. Ça dépend de la thématique. Puis s'il y a une thématique qui vous intéresse, contactez-moi et moi, soit on en parlera, soit je vous aiguillerai vers des ressources ou des gens qui travaillent sur ces questions-là. Mais c'est maintenant qu'il faut qu'on change un peu les rails du TGV du numérique. Là. C'est Mounir Majoubi qui disait que le numérique, c'est un TGV lancé à 300 km/h. Et soit tu es dans le train, soit tu le vois passer dans ton jardin et tu n'es pas dedans. Tu vois, mais là, je sais pas, il faut soit ne pas être dedans et faire de la digital detox et de la low-tech et sortir du TGV, soit il faut être dedans, mais il faut aller dans la cabine de pilotage et il faut dire au mec oh, reste cool, va moins vite et prends les chemins de traverse. Là, on n'est pas obligé d'aller tout droit dans le mur. Parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est un peu le numérique d'après, c'est celui-là, quoi. On commence à le voir dans les boîtes. Là encore, c'est les grands comptes et c'est les grosses boîtes du numérique qui tirent le truc en se disant attends, c'est pas soutenable ce numérique qu'on est en train de faire. C'est clair. Un truc à faire. Merci infiniment à vous d'être avec nous dès le matin, à toi Frédéric de t'être prêté au jeu. Pour ceux qui nous suivent, on lance un second webinaire avec cette fois-ci un neurologue, neuroscientifique, Albert Moukaïber, le 15 février. Si je ne me trompe pas, l'équipe me surveille si je dis une bêtise. Pareil, on partage sur LinkedIn. Vous pourrez vous inscrire sur Eventbrite comme pour celui-ci. Toutes les infos seront partagées. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous a plu, si vous avez des feedbacks à nous faire aussi, à nous les partager. C'est comme ça qu'on progresse. Et à une prochaine. En tout cas, merci à toi Frédéric. Merci à vous d'avoir été là. Et à très vite. Bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée. Salut. Merci. Bonne journée.